Bonjour à vous pèlerins du web. À partir de moins 5200, les évolutions s'accélèrent autour du bassin pontique septentrional. Ce sont toute une flopée de peuples qui se multiplient et se différencient. La première période de la néolithisation de l'Europe s'achève sur l'avènement de la culture Cucuteni. Déjà, certaines cultures fondatrices de cette néolithisation européenne ont disparu, comme Starcevo, ou sont en passe de l'être, comme Bugnièrst. Cucuteni et prédécesseurs ont été traités dans les vidéos précédentes. À partir de moins 5200, les innovations chalcolithiques, de même que l'élevage du mouton et de la chèvre, arrivent de part et d'autre du bassin pontique, entraînant avec elles des changements culturels. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité des premières cultures non paléolithiques d'Europe centrale et du Proche-Orient. Nous avons vu successivement l'apparition du Mésolithique au Levant avec les Natoufiens, la culture de Séroglazov en Ciscaucasie, le prestigieux site de Göbekli Tepe entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, l'apparition du Néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture, entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, la remarquable ville de Çatalhöyük, la culture de Mehrgar I qui voit l'introduction de l'agriculture en Inde, la culture dite de Hassuna en Mésopotamie, première culture néolithique identifiable, la culture d'Obey en Mésopotamie méridionale, la culture de Starcevo, première culture néolithique européenne, la culture de Bugnièrst dans le bassin pontique, la culture de Karanovo et sa célèbre nécropole de Varna sur le littoral pontique. C'est dans cette nécropole que l'on trouve les plus anciens, moins 4200 objets d'or inhumés, la culture de Samara, troisième culture néolithique de Mésopotamie, la culture de Halaf, également en Mésopotamie, la culture de Shulaveri-Shomu, première culture transcaucasienne, la culture de Mehrgar II, qui voit l'introduction de la céramique en Inde, la formidable culture de Vinça dans les Balkans, l'énigmatique culture rubanée qui suit celle de Starcevo et qui s'étend sur une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest, les disparates cultures du complexe imprimocardial méridional, l'incroyable culture de Cucuteni, et nous avons vu dans une vidéo antérieure la fondation de Eridu et le passage à Obey I, qui est la différenciation sumérienne. Alors qu'en Mésopotamie méridionale, la culture sumérienne se différencie, période dite d'Obey I, avec l'apparition de la première ville portant un temple, Eridu, une culture protéiforme se développe sur la côte ouest de la mer Noire, entre moins 5200 et moins 4500. Il s'agit de la culture de Amandia. Elle est au carrefour des cultures de Vinça, Rubané, Bugnièrst, qui ne va pas tarder à disparaître, et Karanovo. C'est une des dernières cultures de l'Europe centrale à ne pas subir l'influence des cultures proto-indo-européennes qui s'annoncent en provenance des contrées plus à l'est. Son habitat, dispersé et non fortifié, est constitué de chaumières sur poteaux, semi-enterrées et construites autour d'un foyer central. Mais les Amangiens ont aussi occupé des grottes, devant lesquelles ils ont aménagé des terrasses dans le Loess pour leur culture. Leurs artefacts sont faits de nombreuses hachettes polies de forme trapézoïdale, à section rectangulaire ou biconvexe. Le silex et l'obsidienne dominent, contrairement aux objets en laiton bien plus riches chez leurs voisins du sud, Vinça et Karanovo. Le silex et l'obsidienne chez Amandia sont représentés surtout par des bijoux et exceptionnellement par des objets domestiques, sans vaisselle ni outils de cuivre. Les Amangiens élèvent des stèles et des menhirs, qui ne sont pas sans rappeler ceux du célèbre site Göbekli Tepe, lequel remonte à moins 9650 au début de l'Holocène. La poterie est réalisée sans tour. C'est un mélange d'argile et de sable coquillé en provenance de la mer Noire. Les poteries les plus anciennes sont ornées de barbotines blanches ou jaunes. Les plus récentes sont noires, fines et polies. Outre les bols et les coupes, les Amangiens utilisaient de nombreux pots ventrus à col droit. Cette culture se distingue aussi par ses figurines stylisées en grande majorité féminines, assises ou debout. Les plus connus sont les penseurs, qui représentent peut-être
un couple de personnages importants ou bien des divinités de cette culture. Amangia est une culture agricole et pastorale. Les déchets alimentaires des Amangiens montrent qu'ils cultivaient des céréales et qu'ils élevaient des caprins et des ovins, cueillaient des racines, pêchaient et chassaient. L'émergence de cette culture au carrefour des 4 grandes autres est en discussion. D'évidence, elle est d'inspiration anatolienne. Il est probable qu'elle soit la conséquence de l'installation d'une nouvelle vague de migration syro-anatolienne. Les nouveaux migrants s'étant en quelque sorte faufilés entre les tribus thraces, puis ils se sont installés dans la zone des Bouches du Danube où il y avait encore de la place. En ce qui concerne sa disparition, il semble que Amangia ait été absorbée par la culture boïane après -4500 et que, ensemble, elles aient migré vers le nord-est, le long de la côte de la mer Noire, rencontrant la culture cucuténine et faisant passer celle-ci dans sa maturation de sa deuxième époque, celle où vont apparaître les premières proto-villes européennes, voir la vidéo précédente sur Cucuténie. Amangia est contemporaine de la disparition de la culture rubanée qui s'opère en -4700, pour des raisons qui ne la concernent pas, au moment où va germer la culture boïane. On a déjà signalé que Solnitsata, dans l'actuel territoire bulgare et appartenant au complexe Varna, d'origine karanovienne et célèbre pour ses nécropoles riches en objets en or, est connue pour être la première ville d'Europe. Solnitsata se construit autour de l'exploitation du sel utilisé alors comme technique de conservation. La culture de Samarra. Tandis qu'en basse Mésopotamie, à Eridu, commencent les premières constructions monumentales urbaines, dans le méandre de Samarra, de la moyenne Volga, aux confins septentrionaux de la steppe, une première culture à vocation chevaline se développe. Il s'agit de la culture de Samarra. C'est une culture pré-kourgane qui peut être considérée comme la première culture proto-indo-européenne. Elle ne dure que 400 ans. Elle apparaît en -5200 et disparaît vers -4800 en devenant chalcolithique. Il ne faut pas la confondre avec la culture mésopotamienne de Samarra avec 2 R, troisième culture néolithique de Mésopotamie que nous avons évoquée dans la vidéo La fantastique histoire chasseurs-cueilleurs et première culture néolithique en Europe, et qui lui est antérieure puisqu'elle remonte à -6400, au temps des premières migrations syro-anatoliennes, et qui, en ce qui la concerne, pourrait être considérée comme la descendance vers le sud-ouest, vers la Mésopotamie méridionale, de ces mêmes syro-anatoliens. La culture de Samarra, avec un R, steppique, est quant à elle contemporaine des autres cultures préhistoriques de la steppe pontique, comme la culture de Gvalenx ou la culture Repin. Elle est antérieure à celle de Yamna, toute culture que nous verrons plus tard. C'est avec cette culture de Samarra que l'homme commence à avoir une attention particulière envers le cheval. Cette propension envers le cheval apparaît comme le fait de la caractérisation première indo-européenne. En effet, depuis les travaux de Maria Gimbutas, cette culture de Samarra et les suivantes, qui se développeront dans les steppes d'Asie centrale, sont considérées comme les premières cultures proto-indo-européennes. Outre le proto-indo-européanisme, la culture de Samarra serait aussi un des précurseurs de la culture kourgane. La culture de Samarra révèle un mode de vie chasseur-pêcheur-cueilleur sans présence d'agriculture ni d'objets métalliques, mais avec présence de poterie et d'élevage. Elle peut donc s'envisager comme une culture de la fin du Mésolithique, absence d'agriculture. La céramique consiste surtout en des vases ovoïdes aux bords relevés. Ils n'étaient pas faits pour être posés sur une surface plane, de sorte que l'on soupçonne qu'ils étaient plutôt suspendus dans une résille ou portés dans une sacoche, les bords permettant en effet dans ce cas d'empêcher le récipient de glisser. La décoration est une succession de motifs parallèles, des lignes droites, ondulées ou en zigzag, des bandes, des encoches ou des traces de peigne.
On saisit mieux la signification de ces motifs en regardant le vase de dessus. Il s'agit d'une représentation du soleil et de ses rayons. Cette culture se caractérise par l'abondance des restes d'animaux sacrifiés que l'on retrouve sur la plupart des sites. Il n'y a aucune preuve incontestable de déplacement à cheval, mais on a retrouvé les plus vieilles tombes avec des restes de chevaux de l'ancien monde. Le plus souvent, ce sont les sabots et les crânes couverts d'ocre pulvérisé qui sont déposés dans un plat posé à côté du défunt. Certains ont vu dans cette pratique la preuve des premiers sacrifices de chevaux, mais cette interprétation n'est pour l'instant appuyée par aucune preuve. Et si l'on sait que plus tard les Indo-Européens sacrifieront hommes et animaux, d'autres cultures ont connu ces pratiques sacrificielles. Les tombes de Samarra sont des puits individuels peu profonds. Les occupants sont surtout des adultes. Le corps est en général aspergé d'une poudre faite d'ocre rouge, pratique qui sera imitée dans les cultures postérieures, puis recouvert de terre pour boucher la tombe. Parfois, on trouve inhumés ensemble 2 ou 3 corps. Certaines tombes sont recouvertes d'un cairn ou d'un môle de terre où l'on peut voir une lointaine préfiguration des futurs kurganes. Toutefois, le véritable kurgan est un tumulus beaucoup plus élevé, censé permettre aux chefs défunts de rejoindre les dieux du ciel. Il est donc difficile de cerner la signification des premiers tumulus samariens. Les offrandes retrouvées dans les tombes sont des bijoux représentant des chevaux. Les tombes contiennent d'ailleurs une grande quantité d'ossements de chevaux. On ne peut affirmer que ces chevaux étaient domestiqués ou montés, mais on est certain qu'ils servaient de nourriture. Certains os plats d'animaux, leurs omoplates, étaient percés ou gravés pour en faire des figurines ou des pendentifs. Les tombes contiennent aussi des dagues en silex et en os de bonne facture placées au bras ou à la tête du défunt. On en a retrouvé une dans la tombe d'un jeune garçon. Les armes dans les tombes d'enfants seront plus fréquentes dans les civilisations postérieures. Parmi les autres armes retrouvées, on compte des pointes de lance en os et des pointes de flèches en silex. À partir du début de l'énéolithique, synonyme de chalcolithique, en moins 4800, les populations locales de la culture de Samarra commencent à pratiquer l'élevage de bétail bovin, mais toujours sans agriculture. Avec l'élevage bovin, la chasse et la pêche sont reléguées à des rôles secondaires. Le bœuf devient dès lors le principal aliment du régime alimentaire aux dépens de la consommation chevaline. Ce changement de mode de consommation alimentaire est lié au fait que Samarra entre sous l'influence des nouvelles cultures qui apparaissent sur son versant sud. En particulier les cultures ciscaucasiennes de Gvalinx et de Repin, détentrices de la métallurgie du cuivre qu'elles transmettent aux Samariens. Gvalinx et Repin apportent également l'élevage ovin qui, chez Samarra, vient compléter celui des bovins. Samarra abandonne définitivement la chasse aux chevaux et transite vers une forme nomade d'élevage, de plus en plus ovine que bovine. Dans les artefacts de cette époque tardive de Samarra, on ne trouve plus que des restes de consommation de viande ovine. Ainsi, Samarra disparaît en tant qu'identité culturelle.